Bonjour, nous sommes ravis de vous recevoir pour ce premier e-congrès. Très belle innovation de la Saphir, accueillie par la Société française d'ophtalmologie. Donc, nous avons refondu entièrement le programme pour le rendre adapté au format de e-congrès. Nous remercions l'ensemble des sponsors qui ont rendu possible cette manifestation. Et sans plus tarder, nous allons démarrer le programme avec le professeur Béatrice Kochner. Quand nous avons fait le programme, on s'est demandé en fait à quoi servait ce sujet, en quoi la Covid-19 a changé nos pratiques, parce qu'on était persuadé qu'il n'y aurait plus rien à dire le 5 septembre. Et manifestement, il y a encore énormément à dire. Je tiens à remercier, avant de démarrer, l'intervention et l'action de Béatrice Kochner, qui a permis d'accélérer la reprise de l'activité en France en chirurgie phaco-réfractive. Sans son action extrêmement, je dirais, décisive, je pense que nous n'aurions pas pu redémarrer notre activité aussitôt que nous avons pu le faire grâce à l'établissement de protocoles pertinents. Béatrice, à toi. Merci Thierry, merci Monsieur le Président. Alors on me pose la question de à quoi le Covid a changé nos pratiques. Bien vous le voyez, on est masqué aujourd'hui, on est en studio, donc voilà déjà en quoi le quotidien aujourd'hui a été quand même bouleversé. Y aura-t-il un après ? Si vous me permettez, on va quand même parler un peu du pendant. Et on peut dire que ce Covid, il a bouleversé toute l'humanité. Ce virus n'a pas de frontières. Si vous regardez la carte du monde, eh bien, l'ensemble des pays sont concernés. Et pourtant, l'homme s'accroche à ses frontières. On ne peut plus circuler d'un pays à l'autre, certains prenant des couleurs de pestiférés. Et la France a quand même quelques problèmes pour se faire identifier dans sa libre circulation. Il y a des secteurs en souffrance, l'événementiel. Organiser un congrès aujourd'hui, c'est très difficile. Et puis le voyage. Et la médecine, eh bien la médecine, elle a su s'organiser, je dirais magnifiquement, et les médecins ont su se réinventer pour accueillir les malades, pour protéger la population, pour rassurer la sécurité des parcours au sein des structures de soins, et puis finalement pour sauver la perte de chance dans les pathologies que le Covid avait mis de côté et qu'il ne faut pas abandonner. Donc ça, cette alerte, eh bien c'est vrai que nous avons modestement contribué à lancer. Merci encore pour tes gentils mots dans les actions qu'on a pu conduire. Je dirais de ce fait, bravo à la SFO, bravo au SNOF, bravo à une entité que vous ne connaissez pas bien, qu'on appelle couramment l'Académie française d'ophtalmologie, qui est votre CNP, et puis bravo à la Saphir, parce que la Saphir s'y est inscrite. Dans la réorganisation des flux, la hiérarchisation des urgences, vive la SFO et le CNP, dans l'organisation des mesures barrières, dans la reprise chirurgicale, vive la Saphir et le CNP, et puis dans les alertes auprès des tutelles sur la protection oculaire en soins intensifs et plus récemment, sur le danger de l'exposition des enfants aux projections de solutions hydroalcooliques. Bravo Éric Gabizon, nous avoir aidés à lancer cette alerte. Alors pour combien de temps tout ça ? Eh bien quel horizon ? Pas mal de points d'interrogation encore. L'espoir d'un vaccin, on ne sait pas s'il sera efficace. On sait que le virus semble être plus circulant, mais peut-être moins virulent. Peut-être qu'on a affaire à un mutant. Eh bien toutes ces questions, les grands scientifiques se la posent encore. On fait plus de tests et de ce fait, on recense plus de cas. Mais on n'a pas plus d'hospitalisation. On sait qu'on peut se recontaminer et on ne sait pas de ce fait si l'immunité sera constante et durable. Donc dans l'attente, eh bien, on a affaire à cette réglementation qui navigue en eau trouble et qui fluctue. Le masque est devenu une habitude. Les rassemblements sont évités ou interdits, les espaces confinés sont juste désertés et le serrage des mains et les embrassades sont totalement oubliés. Voici ce que le CNP a contribué à vous construire, qui d'ailleurs, je tiens à le souligner, a servi de valeur d'exemple pour toutes les spécialités. Le conseil sur les mesures barrières. Vous savez maintenant imposer aux patients de ne pas venir accompagner, de mettre leur masque correctement, de prendre la petite giclette de solution hydroalcoolique au secrétariat. Le secrétariat a sa barrière, les secrétaires ont un masque et une visière. Les salles d'attente ont été totalement reconstruites pour organiser les flux et de ce fait aussi diminuer les activités et les étaler dans le temps. Les orthoptistes ont dû, avec vos infirmières également, être reconnus dans ce degré d'exposition. Et vous avez bien sûr lutté pour obtenir des masques, parfois même des FFP2 ou des déguisements Covid quand les patients sont à risque. Et enfin, l'unité de consultation tout entière s'est ainsi reconstruite. Vous connaissez les facteurs de risque du Covid. Vous savez finalement au total réorganiser vos flux et définir ce fameux bénéfice-risque qui, bien sûr, est l'obsession du moment puisqu'il est guetté par les ARS. Ce qui demeurera, eh bien, je pense qu'on va finalement se soucier de tout ce qui peut nous contaminer.
coronavirus et tous les copains virus. On va garder des réflexes. Je pense que dès qu'on toussera à l'avenir ou qu'on aura une fièvre, on aura le réflexe masque. On apprendra à mettre sa main devant la bouche, si on éternue, ou plus exactement le coude. Et puis on va peut-être être obsédé pour laver pendant un moment les mains et les surfaces de tout ce que vos congénères, dont vous vous méfiez, auront pu rentrer en contact. Vous maintiendrez les barrières. Je crois qu'il n'y aura pas de raison d'enlever la protection de votre lampe à fente ou le plexiglas du secrétariat. Vous réviserez les flux, les stratégies de suivi. Et puis finalement, vous garderez vos distances avec ce danger pour l'humanité qui est de se méfier d'autrui. Vous limiterez vos déplacements et vos réunions aux congrès internationaux. Et finalement, une nouvelle préoccupation aussi s'est installée. On cherchera la taxe carbone la plus faible, pauvre compagnie aérienne. L'impact sur la gestion des flux. On sait prioriser maintenant les listes d'attente. Vous avez hiérarchisé les activités la gravité des activités à reprendre grâce à l'aide de la SFO. L'interrogatoire et la fiche Covid s'ajoutent désormais à la définition du risque. Et puis vous avez sûrement conduit des affichages, des signalétiques et des surveillances dans vos salles d'attente. Vous avez sûrement révisé aussi les calendriers de protocole et on voit naître, grâce au monde digital, des auto-évaluations en ligne, des questionnaires que le patient va réaliser à la maison et qui vont vous permettre peut-être d'espacer les contrôles sur des protocoles qui vont peut-être se redessiner pour nos grandes maladies ophtalmologiques. Alors, gérer son masque, cette petite fiche aussi émane du CNP. Et cette fiche, je pense qu'elle reste actuelle. Parce qu'il y a ce fascinant aujourd'hui, bien sûr, c'est pas de porter le masque, c'est de bien le porter. Éviter de le toucher à l'extérieur, ne le garder que 4 heures. Se laver par une solution hydroalcoolique ou l'eau et le savon. Ce masque que les patients montent, descendent et peut-être gardent plusieurs jours. Donc, c'est très important de garder cette éducation. Et puis de garder aussi pour vous à l'esprit ce questionnaire qui va vous permettre parfois d'écarter les patients pour au moins 14 jours, de conduire au test, et puis de les rassurer avant tout sur la qualité de la prise en charge. Il faut rassurer les patients sur leur venue dans les institutions qui ont bien été protégées. Vous avez peut-être connu un impact sur la pratique chirurgicale. Je remercie encore Thierry d'avoir souligné qu'on a tout fait pour que vous ayez droit à la reprendre. En tous les cas, vous pouvez reprendre maintenant la chirurgie fonctionnelle, c'est fait, avec une priorité au circuit court, avec des gestes sous topique et sous local. Une grande question pour le monde entier, c'est le geste à l'extension de la cataracte bilatérale, très controversée, mais de grande actualité. On a pu reprendre l'activité de greffe de cornée et maintenant, un nouveau marqueur virologique s'est inscrit, c'est-à-dire la PCR sur le défunt, ce qui ne fut pas une mince affaire à réorganiser. Enfin, la contactologie reste peut-être une zone à danger. Il est très difficile de savoir si on majeure le risque en manipulant les lentilles de contact, mais attention quand même à bien questionner vos patients si vous allez dans cette activité. Alors, je pense que cette diapositive que j'ai empruntée à mon autre champ d'appartenance, qui est le SRS, un survey avait été conduit, et vous voyez, à la question « Est-ce que la pandémie va changer votre pratique future ?» Eh bien, vous voyez que pour 45%, oui, on va intégrer les questionnaires en ligne et le monde digital. Oui, on va sûrement espacer le temps de suivi de nos patients pour pratiquement 38%. Et vous voyez, il y a quand même encore 38% à peu près de la population qui pensent et qui rêvent que rien ne sera changé dans le futur. Moi, je crois qu'on va basculer dans le monde virtuel. La preuve, nous y sommes déjà de manière absolument full immersion par ce congrès de la SFO. Alors, vous savez qu'on a dit vive Zoom, même si ce Zoom a pu poser des problèmes de confidentialité. Je crois que c'est vraiment le nouveau lien social. C'est devenu un outil de travail. Il a élargi nos plages horaires. Vous zoomez à 23 heures après vos jours ouvrables. Et puis, ça va remplacer sûrement un bon nombre de réunions en présentiel et encourager le télétravail. L'éducation va assister à une explosion du e-learning. Et cette année, sachez que le BE est devenu un examen national français qui se passera en ligne. On va multiplier les congrès virtuels ou les modèles hybrides qui nous permettent quand même de nous rencontrer masqués, Thierry. Et puis un embarras du choix sur les webinaires. Ce qui va être difficile sûrement, mais je vous espère nombreux, et j'espère que vous n'appartenez pas à ce public qui n'a pas su se motiver et se rendre studieux à la maison, parce que c'est une nouvelle éducation. Il y a pour l'industrie quelques problèmes de compliance également à résoudre.
Nous aurons également une explosion de la téléconsultation. Alors en ophtalmologie, on peut s'en servir en termes de cotation officielle que pour les patients connus. Vous pouvez donner des conseils pour rassurer, pour renouveler une ordonnance. Mais c'est vrai que si c'est basé sur un seul appel, eh bien vous ne pouvez faire de cette téléconsultation qu'une dimension anecdotique de votre pratique. En revanche, si la réfraction, la prise de photos, les questionnaires en ligne s'y ajoutent, là, l'avis va devenir beaucoup plus pertinent. Ce sera le champ de la téléexpertise qui va renforcer la transversalité médicale et paramédicale avec les orthoptistes à distance. Le médecin va vers le patient fragile et non l'inverse. Et donc, nous pourrons aussi aller vers l'espacement du suivi. Ça veut dire qu'on pourra échanger des photos de fond d'œil, on pourra monitorer une pression intraoculaire, une glycémie, avec ces lentilles intelligentes qui nous arrivent. On pourra faire de la réfraction, de l'acuité visuelle sur smartphone. Tout ça sous le gros, bien sûr, parapluie de la cybersécurité qui va devoir être renforcée puisque tout est autour de la bioéthique. Mais vous savez que l'intelligence artificielle rentre dans nos vies avec 2 grands chapitres. La gestion des données médicales, avec des logiciels de prise de rendez-vous, de reprogrammation, des questionnaires d'orientation, des créations de registres. Et puis, vous avez aussi l'intelligence artificielle dans le registre de l'aide au diagnostic. C'est machine learning, deep learning, ces gros mots qui veulent vous dire qu'on va pouvoir, de façon automatisée, reconnaître à partir d'une photo, d'une vidéo, d'un OCT, on va pouvoir vous identifier la pathologie normale, pas normale et plus encore. C'est tout le domaine de l'analyse multimodale et vous aurez même bientôt des scores de probabilité dans le diagnostic, dans la sévérité et dans la progression. Tout ça pour optimiser l'efficience médicale et pour tout faire pour la développer. Et ça, c'est vraiment un effort qui doit être une priorité de demain pour que tout ça se fasse sous le contrôle du docteur. Au final, eh bien, je dirais, Thierry, que nous sommes bien sûr, hélas pas, à l'heure de l'après. Nous luttons encore contre la 2e vague avec cette menace qui gronde, les chiffres remontent. C'est vrai qu'on fait plus de prélèvements, c'est vrai aussi qu'il y a moins de cas graves et de décès. Il y a surtout une inégalité entre les régions et les pays, mais on sait qu'on est prêt, on est armé, parce qu'il n'y aura plus, on ne peut plus aller au reconfinement. Par chance, on a des traitements, notamment anti-inflammatoires, qui sont plus efficaces. Les patients sont mieux compris et mieux pris en charge. Et puis, les hôpitaux, les soignants ont fait leurs preuves. Nous sommes adaptables et magnifiquement efficaces. Nous rêvons de l'après, c'est-à-dire un sans masque, sans peur de se rapprocher. Mais rien ne sera comme avant longtemps. Parce que nous le savons, de toute expérience difficile est tirer une leçon. Et nous avons une grande question. Est-ce que l'homme va mesurer sa vulnérabilité? Est-ce qu'il va prendre conscience des limites de son hygiène, du besoin d'évaluer comment et quoi il consomme? Eh bien, je pense que tout ça prendra du temps, mais on sait aussi, par l'expérience de l'humanité tout entière, que la mémoire collective finira d'effacer le souvenir terrible de cette pandémie. Vivement ce temps-là, Thierry. Merci Béatrice, je pense que c'est un tour d'horizon extrêmement intéressant et extrêmement utile. J'avais une question à te poser, c'est comment a évolué l'activité réfractive au CHU de Brest et quels sont les facteurs limitants à la reprise de l'activité chirurgicale en chirurgie réfractive? Est-ce qu'il reste encore des freinages? À quel niveau sont ces freinages et de quelle manière on peut les lever, on peut aider les membres de la SAFIR à lever ces freinages? Alors d'abord, je pense qu'au départ, et là je parle de ça il y a 2 mois, la grande limite a été de convaincre les ARS et les établissements, puisque les établissements étaient sous le contrôle des ARS, de définir la notion du fonctionnel, qui certes n'était pas une chirurgie obligatoire, mais en revanche de défendre le fait qu'on parle de la population qui est la moins à risque. Donc je crois qu'il est bon de continuer à garder le questionnaire Covid, de s'alerter si les patients ont des signes d'alerte, de les faire venir masquer, de défendre le circuit super court qui fait que ces patients, eux, sont très peu exposés au sein de la structure. Et je dirais qu'à l'heure d'aujourd'hui, en cédant plus des villes et des institutions qui ont pu reprendre, eh bien, tout le territoire aujourd'hui a la capacité de retourner au réfractif en ayant ce respect de mesures barrières et puis la préoccupation de garder le questionnaire. Autre question, il y a un certain nombre d'établissements en fait, qui demandent aux chirurgiens de remplir un document de rapport bénéfice-risque. Avec des réunions de concertation pluridisciplinaire. Est-ce que c'est pertinent? Quelle valeur ça a? Et est-ce que tu penses que c'est destiné à être pérenne?
Alors, je pense que dans l'état actuel des choses, il est difficile d'imaginer que ça va disparaître. Ça s'est allégé, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était une surcharge d'activité énorme et qu'elle perdait de sa pertinence dans l'analyse de ce que l'on en fait. Maintenant, je crois qu'il faut jouer l'obéissance, au même titre qu'on met un masque, qu'on en soit convaincu ou pas. Je crois qu'il faut être dans la discipline. C'est les pays disciplinés, d'ailleurs, qui ont emporté les meilleurs scorings actuellement. Donc, il fait sens exactement d'utiliser pour ce bénéfice-risque que je viens de vous évoquer. Le bénéfice du patient est purement fonctionnel. En revanche, son risque est minimal parce qu'il passe un temps très court, qu'il arrive protégé et qu'il n'appartient pas à la population à risque. Très bien. Et dernière question, pour toi, la PCR non systématique? La PCR non systématique, d'abord une PCR, il faut qu'elle soit bien faite pour être efficace. Il est vrai qu'actuellement, la PCR dépasse le champ de la médecine puisqu'il y a un encouragement général pour la population. PCR systématique, non. Mais bonne réglementation du respect du masque, oui. Très bien. Donc tu penses qu'on est arrivé dans une sorte de steady state, que les mesures et les protocoles qui ont été mis en place sont adaptés à la situation actuelle telle qu'on la connaît et qu'on peut poursuivre, sauf s'il existe des informations supplémentaires qui apparaîtraient dans le futur. Je crois qu'on n'a pas le choix. Vous savez qu'on a franchi un truc, quand même une étape importante, c'est qu'on a pu enfin avoir des masques pour une population, un virus qui se transmettait par voie aérienne. C'est déjà un bon scoring. Maintenant, il faut surtout inviter tout le monde à bien l'utiliser. Et ça, il faut aussi que les coûts et tout ce qui tourne autour de cette consommation de ce produit additionnel soit contrôlé et facilité. Toi qui fais partie de l'ESRS également, est-ce que le protocole de l'ESRS est aligné sur le protocole français ou est-ce qu'il existe des différences notables à l'international ou des spécificités nationales très marquées ? Alors, je pense que l'incertitude est globale dans le monde. Je pense que les règles sont les mêmes en termes de masques. En revanche, bien sûr, il y a d'énormes différences. Vous savez en particulier que les pays du Nord se sont accrochés à l'intérêt de l'immunité collective. Et donc, chaque État et chaque pays, je dirais, se testent. Mais le problème est international. La difficulté, c'est d'avoir des méfiances qui s'instaurent d'un pays à l'autre. Et ça, j'espère que l'humanité pourra se resserrer la main bientôt. Ben, on l'espère également, puisqu'il faudrait quand même qu'on ait des règles relativement homogènes si on veut être efficace, parce qu'effectivement, si un pays adopte certaines règles et le pays d'à côté des règles différentes, on le voit par exemple pour le nord de l'Europe, entre la Suède et les pays environnants, on peut avoir effectivement des phénomènes de dissociation en termes d'évolution de la pandémie, et ça peut aussi poser problème. Oui, je pense, hélas, que je n'ai pas de réponse à cela. Pour sûr, je me permets de rappeler que le virus, lui, n'a pas de barrière et qu'il ne fait pas de différence entre un Anglais, un Suédois et un Français. Donc, il faut vraiment, effectivement, essayer d'homogénéiser les territoires. Mais la politique actuelle, vous l'avez vu, c'est de fermer ses frontières pour justement se confiner sur des règles qui sont propres à chaque pays. Est-ce que c'est dommageable ? Hélas, ce n'est ni toi ni moi qui allons pouvoir changer ce processus. Heureusement ou malheureusement. Très bien. Un grand merci, Béatrice. Nous allons pouvoir avancer dans le programme avec la conférence de Matteo concernant les calculs d'implants, objectifs et métropie en 2020. On va peut-être faire rentrer Michel Puech, qui va également modérer et animer cette communication. Donc nous remercions beaucoup Michel et Mathé, qui sont quand même des références et des référents en termes de calcul d'implants et de précision de calcul d'implants. Donc malheureusement, Matteo n'a pas pu être présent avec nous sur le plateau parce qu'il est sur un autre plateau. Par contre, il a eu la gentillesse d'enregistrer son intervention avant la manifestation. Et donc, nous allons pouvoir lancer sa manifestation. Pour commenter, je passe évidemment la parole à Michel Puech. Merci. Donc, une présentation pour faire le point sur les différents éléments du calcul d'implant à l'heure actuelle qui évoluent évidemment avec les différentes situations, notamment après chirurgie réfractive. Et donc, on va vous lancer la présentation que Mathé a bien voulu enregistrer par avance. Un grand merci à la Saphir et c'est un plaisir de pouvoir participer. Bravo à eux d'avoir maintenu ce congrès par les temps aussi compliqués et bravo de mettre la biométrie à l'honneur, un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Et donc cette année 2020, l'objectif c'est hémétropie pour tous.
Est-ce que cet objectif est tenable aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir avec les différents points. Et donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que l'hémétropie, c'est un résultat, c'est un objectif, mais malheureusement pas encore pour 100% des patients. Voici les différentes études avec des résultats récents qui montrent que quand on se rapproche des 100%, on est plutôt à plus ou moins une dioptrie dans la majorité des cas. Bien évidemment, les plus ou moins 0,5 dioptries sont très élevés, plus de 60% des cas. Et il est intéressant de noter cette étude qui a regardé sur plus de 282 000 patients en Europe avec une précision de plus ou moins 0,5 dioptrie à 73%. Alors pour arriver à ces résultats et toujours tendre vers l'hémétropie stricte pour 100% des patients, voilà les éléments à réunir. Une précision des implants de la part des fabricants, une précision des mesures lors de la biométrie, une précision des formules à utiliser lors du calcul d'implant et bien évidemment une technique chirurgicale parfaite et irréprochable. Alors tout d'abord, première étape, mesure de la kératométrie, mesure de la puissance cornéenne, 2 petits points de vigilance. D'abord, attention aux porteurs de lentilles, bien demander à l'interrogatoire si les lentilles sont souples ou rigides et demander à les enlever au préalable, 48 heures pour les souples, idéalement 1 semaine, 5 jours pour les rigides. Et attention à la qualité des mesures par rapport au film lacrymal, bien demander à cligner, hydrater la cornée. La longueur axiale passe aujourd'hui par une biométrie optique, examen de référence avec 2 générations de biomètres. Ici, vous avez une liste non exhaustive des biomètres optiques plutôt en spectral domaine. Et aujourd'hui, l'actualité, c'est plutôt des biomètres optiques dits en swept source qui apportent la même précision de mesure, mais de par la longueur d'onde de la source, va apporter une meilleure pénétration et donc on aura des mesures lors des cataractes plus denses. Néanmoins, dans cette étude, on retrouve encore une nécessité d'une mesure alternative. On recommande la biométrie en mode B dans ces cas-là, ici dans 6 à 10% des cas. Parmi les actualités, la qualité de l'examen. Même si vous avez un biomètre optique, l'examen de référence, il faut être très vigilant sur la qualité de l'examen et le signal doit être le meilleur possible pour avoir une meilleure précision réfractive. Donc, vous devez être critique et chercher à avoir le meilleur signal possible. Si vous avez un signal qui est faible, qui n'est pas suffisant, il faudra utiliser des mesures alternatives pour améliorer votre précision réfractive. Il existe également des nouvelles applications. Une équipe française de la Fondation Rothschild utilise des biomètres optiques, ici donc le Ionmaster 700, pour mesurer la densité cristallinienne et ainsi vous pouvez avoir une aide pour votre indication chirurgicale, notamment sur des cristallins qui ne sont pas encore complètement opaques cliniquement, mais qui peuvent être gênants sur le plan fonctionnel. Voici un tableau récapitulatif sur les formules. Et vous savez aujourd'hui qu'on recommande de travailler en multiformule. Il n'existe pas une formule absolue pour tous les patients pour les meilleurs résultats possibles, mais en multiformule. Et lors de ces publications, la formule Barrett Universal 2 est sortie en vainqueur au niveau des résultats. Mais regardez, on est toujours à 43,5% d'hémétropie à plus ou moins 0,25 dioptries. On peut noter aussi que les formules se tiennent peu et sont proches, donc il faudra utiliser l'approche de la multiformule avec un intérêt pour la Barrett Universal 2. Cette formule est venue un petit peu en remplacement de la formule EGIS et apporte comme intérêt d'avoir une précision accrue sur des yeux à métrope fort, notamment les globes courts qui sont les plus difficiles, les globes longs un peu moins difficiles et avec des kératométries plates qui sont souvent plus compliquées pour avoir une hémétropie stricte. La formule des post-chirurgie réfractive est un enjeu majeur, c'est un sujet qui est cher à la Saphir et pour ça, une étude qui a montré l'intérêt de l'approche multiformule avec ce logiciel qui est disponible sur le site de la SRS mais également sur le site de la Saphir gratuitement où vous rentrez le plus de données possibles que vous avez pour le patient et le logiciel vous donne les différentes mesures possibles et en utilisant cette approche multiformule, vous pouvez tendre vers une précision réfractive optimale.
Nous avons réalisé une étude dans les centres Export Vision, une formule dite artisanale qui a été présentée par Michel Puech à la SAFIR l'année dernière, qui montre en fait une correction de la mesure de la kératométrie par le kératomètre pour compenser l'erreur de mesure en corrigeant de 1 dioptrie et en visant une myopie résiduelle de 1 dioptrie avec la formule SRKT qui donne de bons résultats. Et vous pouvez voir que comparé par rapport aux formules dites de nouvelle génération, on retrouve des précisions de plus ou moins 1 dioptrie dans 75% des cas. Donc l'approche multiformule reste intéressante dans ces cas-là. Un dernier point qui nous paraît important à aborder dans cette actualité, c'est l'ELP, la position effective de l'implant, et c'est probablement le point le plus compliqué à déterminer en préopératoire. Il s'agit ici d'une étude réalisée dans les centres et présentée par Michel Puech qui regarde la géométrie du cristallin, et on voit sur ces études que probablement la position effective de l'implant dépend de la mesure et de la géométrie du cristallin. Et pour ça, nous avons aujourd'hui des appareils d'imagerie de segments antérieurs qui permettent de mesurer différents paramètres, et notamment un des paramètres qui est donc le DEE, la distance entre l'endothélium cornéen et l'équateur du cristallin, qui permettra de déterminer la position de l'implant. Ainsi, avec une mesure en OCT de segment antérieur, on peut déterminer la géométrie du cristallin. Avec l'équateur, essayer de déterminer ensuite la position effective de l'implant pour avoir la meilleure précision réfractive post-opératoire possible. Donc ici, vous voyez le schéma qui montre les différentes approches en fonction du DE et de l'équateur pour ensuite avoir la position de l'implant et la précision réfractive post-opératoire. Un dernier point non négligeable, on se bat pour avoir les meilleures mesures possibles, on se bat pour avoir les meilleures formules possibles. Il est évident qu'il convient aussi de choisir les implants les plus précis, et ça c'est l'affaire, une discussion à avoir avec les fabricants, et donc avec ces normes ISO, mais ces normes ISO sont sont assez limitées, et donc il convient d'en discuter avec les fabricants pour chercher les implants avec la meilleure précision possible. Donc si vous avez réussi à réunir tous ces éléments, une vigilance à l'interrogatoire sur les différents antécédents, si vous avez les meilleures mesures possibles avec la kératométrie, la biométrie optique, idéalement en swab source, si anomalie associée à une mesure alternative, idéalement en échographie en mode B, que vous travaillez en multiformule avec un intérêt particulier pour la barrette universale 2, et qu'en cas de chirurgie réfractive préopératoire, vous utilisez une approche multiformule avec un intérêt pour le calculateur disponible sur le site SAFIR et l'approche dite artisanale qui donne des bons résultats, vous pouvez tendre aujourd'hui en 2020 vers l'hémétropie. Mais malheureusement, il faut être très clair, l'hémétropie 100%, même en 2020, n'est pas possible. Et c'est pour ça que les prochaines évolutions iront sur la pression des mesures, mais également sur la pression des formules. Et probablement que le relais pour ça, ce sera l'approche basée sur l'intelligence artificielle, qui aura pour but de rechercher par rapport à une base de données, quelle sera la meilleure précision possible. Merci pour votre attention. Et encore ravi d'avoir participé à la SAFIR. Merci. On remercie évidemment Mathé d'avoir synthétisé cette situation de calcul d'implant qui n'est pas toujours très simple. On a des situations de plus en plus compliquées. Lorsque les biomètres optiques ne passent pas, il faut avoir recours à des techniques optionnelles. Et lorsque la situation est compliquée avec des chirurgies réfractives parfois multiples, là aussi, la boîte d'idées est encore ouverte. Et donc, vous voyez que la transmission du savoir se fait entre Aegis et puis toutes les autres générations qui arrivent, avec notamment Mathé qui nous accompagne dans tous ces calculs. Donc, bravo Mathé. Et donc, ce champ de notre investigation n'est pas clos. On a encore beaucoup de choses à apprendre. Et donc, on compte sur toutes les bonnes volontés pour partager nos connaissances.